Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre cours concernant la cellule eucaryote. Dans cette deuxième partie, on va détailler les constituants de cette dernière. On va voir la structure de chacun, la fonction de ce dernier et le rôle comme activité ou bien dans l'activité cellulaire. Tous ces supports sont dans la description pour télécharger. Toujours, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, maximisez vos partages et on continue notre démarche. Donc on avait vu précédemment que c'était la membrane plasmique qui est un constituant très important. Cette dernière, c'est une couche qui est bilipidique, ou bien bicouche lipidique. Elle contient de lipides, elle contient des protéines, elle contient aussi du glucide. On va voir, ou bien on a un cours bien détaillé sur la membrane plasmique. Cette dernière, on répète, elle constitue une barrière qui est fluide et qui est étanche, qui permet d'isoler la cellule du milieu extérieur. Donc elle est primordiale pour la survie de cellules eucaryotes. C'est une barrière, on répète, qui est sélective et qui régule concentration de eau, des ions, un rôle dans l'équilibre acido-basique et de l'homéostasie concernant la cellule. Donc, premier organite, premier composant primordial, c'est la membrane plasmique. Mais pas seulement la membrane plasmique qui est responsable de l'activité, aussi des autres organites, donc qui sont soit des organites structurales spécifiques dans la cellule, donc ils ont un rôle où ils sont responsables de l'activité cellulaire. Ces dernières aussi sont tous délimitées par une membrane qui ressemble à la membrane plasmique. Et chaque organite possède une ou des fonctions particulières dans la cellule. Et c'est pour cela qu'on dit que les organites qui sont responsables de l'activité cellulaire. Premier de ces organites qu'on va détailler, bien sûr, nous sommes dans les cellules eucaryotes. Premier organite qu'on va détailler, c'est le noyau qui caractérise ou bien d'où cette cellule a sa nomenclature. Donc un noyau, c'est un élément plus ou moins arrondi. Il est délimité par une enveloppe nucléaire. Donc les organites sont enveloppés. Ne confondons pas entre la membrane plasmique ou bien la membrane des organites ou de l'enveloppe nucléaire. Cette enveloppe nucléaire, elle contient à l'intérieur de l'ADN. Donc là voilà une membrane nucléaire. Là voilà de l'ADN qui est la base génétique de cette cellule. Donc il contient de l'ADN de la cellule. Il représente l'organite le plus visible au microscope. On va voir le cours sur la microscopie et vous allez voir que c'est le noyau qui est l'organite le plus visible dès que vous allez voir des coupes ou bien des images ou bien des vues par un microscope optique. Donc un noyau qui est recouvert par une enveloppe nucléaire, ce que vous voyez à droite dans l'illustration. Donc cette enveloppe nucléaire elle-même aussi, elle est constituée de deux membranes, donc c'est pas une. Donc vous voyez la ressemblance entre l'enveloppe nucléaire et la membrane plasmique. Une membrane qui est externe. Et comme si cette dernière, elle est externe, donc elle va être en contact avec, et j'espère que vous vous souvenez du cours précédent, bien de la partie précédente, du cytoplasme, donc qui contient tous les organismes, et elle a une membrane interne. Donc là, voilà à l'intérieur qui est en contact à un autre espace et un autre constituant structural qui est le nucléoplasme. Donc à l'extérieur du noyau, tout ce qui est à l'extérieur du noyau, c'est du cytoplasme et tout ce qui est à l'intérieur, c'est du nucléoplasme. Et entre ces deux membranes, il s'agit d'un espace qui le sépare et qui dit l'espace périnucléaire. Donc on répète. Le premier qui caractérise, le premier organite qu'on va voir, c'est le noyau. Voilà, vous voyez là que c'est la structure la plus grande. Donc ça serait très visible en microscopie. Ce dernier, ce noyau, il a une enveloppe nucléaire qui est à double membrane, interne et externe. Elle communique en extérieur par du cytoplasme. Et à l'intérieur de cette dernière, donc il s'agit du nucléoplasme. Et au milieu, ou bien entre ces deux couches, il s'agit d'un espace périnucléaire. Cette enveloppe nucléaire, elle a des orifices. On les appelle les pores nucléaires. Donc ces derniers, ils permettent les échanges entre le noyau et le cytoplasme. Et vous allez voir ça en génétique, où vous allez voir le rôle de ces pores, où ils vont permettre le passage de l'ARN messager. Ils ont un rôle très important au cours de la transcription. Donc, une enveloppe nucléaire qui contient du nucléoplasme
C'est une enveloppe doublée qui a des pores qui assurent d'autres fonctions. À l'intérieur de cette dernière, il s'agit de la chromatine. La chromatine, c'est une substance qui est fortement colorable. Là, voilà la chromatine. Elle est fortement colorable par les colorants basiques parce qu'il s'agit d'un acide. Donc, c'est de l'ADN. C'est l'acide désoxyribonucléosique. Tout ça, vous allez revoir deuxième année en génétique. Donc, il est constitué d'un ADN et de protéines. Le protéine majeure, là, c'est de l'histone. Et ça, c'est du phénomène de la condensation. Et on va revoir ça dans le noyau interphasique. Ce qui est écrit dans votre support, donc ces chromosomes ou bien ces chromatines, ils sont seulement ou bien uniquement représentés ou bien on peut les noter seulement durant l'interphase où il s'agit d'une condensation du chromosome au début de la division cellulaire. Voilà une illustration qui montre le phénomène de condensation. Donc on va passer d'un ADN double brun qui va être enroulé sur des molécules d'histone. Donc tout ça, vous allez revoir dans la génétique. Pour les gens qui veulent savoir plus d'informations, vous pouvez consulter le cours L'organisation du génome. Il est toujours disponible dans la playlist de génétique. Et cette dernière, elle va finir par un état ultime de condensation où elle va former ce que vous voyez là, donc le chromosome qui peut être noté ou bien vu dans le fuseau méthodique au cours de l'interphase. Et on va revoir ça, on répète, dans le cours du noyau interphasique. Dernièrement, pour le noyau, il s'agit d'une autre structure qui est le nucléole à l'intérieur. Donc, c'est un réseau dense à mailles anastomosées qui contient de l'ARN ribosomal et qui participe dans la formation du ribosome. On a un cours sur le ribosome et vous allez voir que les différentes sous-unités sont constituées ou bien fabriquées dans de multiples locations ou bien localisations. Parmi les localisations, si on vous pose la question de la synthèse de l'ARN ribosomal, c'est le nucléole à l'intérieur du noyau. Donc, le noyau, donc vous voyez, si on résume ce qu'on avait vu dans ce dernier, donc c'est la structure qui est la plus notée ou bien la plus grande, plus facilement vue à l'aide de la microscopie optique. Elle contient une enveloppe nucléaire qui a des caractéristiques, qui contient des pores nucléaires. Cette dernière, elle est une double membrane. Elle contient aussi un espace périnucléaire. Donc tout ça, elle a un rôle dans la transcription de l'ADN. Et aussi, elle a des autres rôles pour l'homéostasie et physiologie. On va voir ça toujours dans le noyau interphasique. Cette dernière, elle contient de la chromatine. C'est la forme la plus condensée de l'ADN. Elle est retrouvée ou bien facilement vue seulement à l'interphase au cours de la division cellulaire. Et elle contient aussi, n'oublie pas, le nucléole et qui sert, ou bien qu'il est un réseau d'ARN et qui sert à la synthèse ou la formation du ribosome. Une catégorie des ribosomes. Donc j'espère que c'est clair premièrement pour l'organisme majeur qui est le noyau. Maintenant on va passer à d'autres structures et qui est le réticulum endoplasmique et qui a un rôle majeur dans la synthèse de l'ADN. Donc toujours pour les gens qui veulent voir plus de notions, vous pouvez consulter le cours concernant la transcription ou bien la traduction de l'ADN. C'est toujours disponible dans la playlist de génétique. Donc le réticulum avec ses deux variétés, réticulum endoplasmique, ce que vous voyez là, ce qui est en rouge, c'est du réticulum endoplasmique granuleux, le REG. G c'est granuleux, il a sa nomenclature par rapport à l'existence de ribosomes à sa surface. Et ce que vous voyez là en jaune, c'est du réticulum endoplasmique lisse ou du REL. Et par contre, il a sa nomenclature lisse par l'absence de ces ribosomes. Donc, les réticulums endoplasmiques ou le réticulum endoplasmique, comme définition, c'est un système membranaire composé de cavités aplaties, premièrement. Ils communiquent entre elles et peuvent porter des ribosomes. Si cette dernière porte du ribosome, c'est du REG, c'est du réticulum endoplasmique rugueux, bien granuleux. Et si cette dernière ne comprend pas, bien contient pas du ribosome, c'est du REL. Les deux variétés, c'est indiqué là. Donc, premièrement, le REG, donc ce que vous voyez là dans l'illustration, le réticulum endoplasmique, il est en continuité avec le noyau. Donc, tout ce qui est envers, c'est du noyau. Le deuxième majeur composant de la cellule, c'est le REG.
G, ou bien le réticulum endoplasmique granuleux, il est en communication avec le noyau. Il a sa nomenclature par l'existence des ribosomes, voilà des ribosomes dans l'illustration, qui sont accolés à la face externe de sa membrane. Dans certaines cellules, ce dernier il est très développé, il porte le nom d'ergastoplasme, notez-vous bien ce terme. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un réticulum endoplasmique granuleux, ou bien si ce dernier il est très développé dans les cellules, notez-vous bien, qui vont fabriquer ou bien constituer des protéines, donc il a un rôle majeur dans la traduction. Une cellule qui synthèse des protéines de façon énorme, elle a un réticulum endoplasmique rugueux ou bien granuleux qui est très développé, ou bien on dit qu'elle a un ergastoplasme bien développé. Donc il a un rôle majeur si on vous pose la question dans la synthèse ou bien dans la traduction de ARN ou bien la synthèse des protéines. Ce dernier, ce réticulum endoplasmique granuleux, il a une expansion, ce que vous voyez en jaune là, mais qu'elle n'a pas, cette dernière, elle n'a pas des ribosomes accolés à sa membrane. On dit qu'il s'agit là d'un réticulum endoplasmique lisse. Elle, c'est lisse et veut dire l'absence de ribosomes à la paroi externe. Et comme définition, ce dernier, ce deuxième organite, c'est un réseau de tubules qui sont ramifiés, qui sont connectés entre eux, contrairement au réticulum endoplasmique rugueux. Aucun ribosome, faites attention de commettre cette bêtise, aucun ribosome est accolé à la surface externe du REL ou bien du réticulum endoplasmique lisse, d'où sa nomenclature. Comme fonction de ce deuxième, donc REG, il a un rôle majeur dans la synthèse des protéines. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce qu'on est en train de dire. Ce sont des questions ou des notions hyper tombables et des notions de base à acquérir, bien sûr. Deuxièmement, le réticulum endoplasmique lisse, il a une fonction, si on vous pose la question, il a une fonction dans la synthèse des lipides, il a une fonction dans la détoxification des drogues, comme le peroxysome. On a un cours sur le peroxysome et sur les REG et les REL dans les deux variétés, et le stockage du calcium. Contrairement au REG, qui a une seule fonction majeure qui est la synthèse des protéines, le REL, le réticulum endoplasmique lisse, il a trois fonctions. Synthèse des lipides, détoxification des drogues en association avec le peroxysome et le stockage de calcium. Il est très abondant dans les cellules musculaires et vous allez voir ça dans la physiologie de la contraction musculaire. Donc deuxièmement, un réseau communicant qui est le réticulum endoplasmique avec ces deux variétés REG et REL, soit granuleux, soit lisse. Le troisième organite majeur, c'est de l'appareil de Golgi. Ce dernier, c'est un système aussi membranaire. Il est formé par un empilement de sacs aplatis. On a un cours bien détaillé sur l'appareil de Golgi. Ces sacs, ils sont nommés des saccules. Donc, il a deux pôles, un pôle cis et un pôle trans. Tout ça, on va voir avec détail de fur et à mesure qu'on va avancer dans le module de cytologie. Donc, il reçoit des vésicules du réticulum endoplasmique rugueux qui contient des protéines. Donc, il reçoit des vésicules. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, voilà des vésicules qui sont transportées. Ils vont entrer par le port 6. Ils vont sortir par le port trans. Et ces derniers, ils vont subir des modifications, ou bien, si pour utiliser un mieux terme, donc, ils vont subir une maturation. Donc, si on vous pose la question, le appareil de Golgi, donc c'est le lieu de la maturation des protéines. Donc, modification ou maturation des protéines avant les impacter en dehors de la cellule. Donc là, voilà, des protéines qui sont en train d'être impactées ou bien de sécréter à l'extérieur de la cellule. Donc, ils vont être transportés à grâce des vésicules. Et je répète tout ça, on va voir avec détail dans le cours sur l'appareil de Golgi. Donc, le rôle de l'appareil de Golgi, c'est la synthèse ou la maturation des protéines. Aussi, elle a un rôle dans l'élimination des déchets, comme vous voyez dans les vésicules de sécrétion. Donc, j'espère que c'est clair pour l'appareil de Golgi. Maintenant, on va voir, donc là, voilà toujours appareil de Golgi en forme 3D. Maintenant, on va voir un petit organite. Donc, qui est les lysosomes. Donc, ce sont des organites limités par une membrane. Donc, il contient des enzymes
qui sont nécessaires à la digestion cellulaire. Donc, le noyau, c'était l'organite le plus abondant, ou bien le plus grand, qui contient le support génétique. Les deux réticulomes endoplasmiques, rugueux et lisses, avec double fonction, soit synthèse des protéines ou des lipides. L'appareil de Golgi, le lieu de maturation. Les lysosomes qui servent à la digestion. Ils ont un rôle très important car ils contiennent des enzymes lytiques, d'où la nomenclature lysosome. Un autre constituant, c'est le peroxysome. On avait dit précédemment, donc c'est un organite qui peut être sphérique. Là voilà, un peroxysome, c'est un organite sphérique ou un organite ovaleur qui a le rôle majeur donc du peroxysome, et on a un cours bien détaillé sur ce dernier aussi. Donc, le rôle de ce dernier, c'est de détoxifier les cellules et dégrader certaines molécules. Donc, il sert à dégrader les acides gras, il sert à dégrader l'alcool surtout. Si on vous pose la question, quel est le rôle du peroxysome? Donc, dégradation surtout des acides gras et de l'alcool. Et il a un enzyme majeur, ou bien un phénomène majeur qui survient à l'intérieur de ce dernier, qui est la bêta-oxydation. Grâce au bêta-oxydase, il peut dégrader ces molécules. Et ce dernier, une autre information à retenir, c'est que cette réaction de bêta-oxydation, elle peut produire le peroxyde d'hydrogène ou bien de l'H2O2. Donc, peroxysome, un organite sphérique qui sert à la dégradation de l'alcool et des acides gras. Il a de bêta-oxydase qui peut achever au phénomène ou bien à la réaction de bêta-oxydation. Il peut, donc comme substrat ou bien comme produit de cette réaction, vous pouvez noter l'H2O2 ou bien le peroxyde d'hydrogène. D'où la nomenclature, le peroxysome. Autre composant, donc là, du peroxysome. Un autre composant, et on a un cours sur ce dernier, c'est un composant très important, on a vu précédemment au début de ce cours, c'est le cytosquelette. Donc, lorsqu'on dit le cytosquelette, on est en train de parler de la charpente de la cellule. Donc, il donne la forme de la cellule. Donc, vous voyez là, donc c'est un réseau de fibres de nature protéique. Il est organisé en 3 dimensions dans le cytoplasme. Donc, cytoplasme, c'était le cytosol avec ce cytosquelette. Ce cytosquelette, il est composé de 3 majeures fibres. Si on vous pose la question, donc premièrement les microtubules. Là, voilà des microtubules, ce que vous voyez. Là, en jaune, ce sont des microtubules, ce sont les fibres les plus grandes. Deuxièmement, les fibres intermédiaires, d'où leur nomenclature, ils ont un diamètre intermédiaire de 10 nanomètres. La tubule peut achever 25 nanomètres de diamètre. Les fibres intermédiaires de 10 nanomètres et les petits fibres ou bien les microfilaments qui ont un diamètre de 7 nanomètres au maximum. Le rôle de ce dernier qui est à retenir par cœur, et on va le revoir, on va le détailler dans un cours le même, c'est de jouer le rôle structural premièrement, donc qui est responsable à la forme de la cellule. Donc c'est le cytosquelette, d'où la nomenclature squelette. Il donne, comme vous voyez dans l'illustration, la forme de la cellule. Il a un rôle organisateur. Donc, il gêne la division cellulaire par la formation de centrosomes. On va voir le centrosome dans juste quelques lignes. Et il a un rôle aussi dans le déplacement des organites à l'intérieur de la cellule. Donc, parmi les composants que vous êtes censé de garder par cœur, c'est ce dernier et qui est le cytosquelette. Donc, c'est un réseau de fibres. 3 fibres si on vous pose la question. Des microtubules, des filaments intermédiaires, des microfilaments d'actine. On va voir la situation de ces derniers bien détaillée dans un cours. On répète, il a un rôle structural, un rôle organisateur et aussi le déplacement des organites. Donc, c'est pas un organe, si on vous pose la question, statique. Il est un organe dit dynamique. Donc, il est mobile. Le cytosquelette sert aussi à la mobilisation des organites. Avant de conclure ce cours, on va voir le centrosome. Donc, voilà les centrosomes. Donc, ce sont localisés près du noyau. On va revoir cette notion de centrosome dans le noyau interphasique ou bien dans la division cellulaire. Donc, elle est localisée près du noyau.
il est formé, lorsqu'on dit un centrosome, il est formé de deux centrioles. Donc là, voilà un centriole. Deux centrioles qui sont perpendiculaires, faites attention, ça a ce qu'on appelle un centrosome. Donc un centrosome, il est constitué de deux centrioles qui sont perpendiculaires, notez-vous bien ce terme-là, l'un par rapport à l'autre. Et à partir de ce centrosome, elle va partir tous les microtubules. Et ces derniers, ces microtubules, elles vont former le fuseau mitotique qui sert à la séparation des chromosomes lors de la division cellulaire ou bien lors de la méiose. Donc le centrosome, lors de la division cellulaire, ce centrosome va se dédoubler. Chaque centrosome va migrer à un pôle de la cellule. Il va attirer le fuseau mitotique et il va attribuer ou bien contribuer au cycle cellulaire ou bien à la division cellulaire. Dernièrement, donc dernier organite, donc là voilà, maintenant retenez-vous cette notion de centrosome, on va le revoir dans le cytosquelette et on va le revoir dans le cycle cellulaire ou bien dans le noyau interphasique. Le dernier élément, ou bien dernier organite, c'est un organite qui est énergétique. Et c'est parmi les critères de différenciation entre cellule eucaryote et la cellule qu'on va voir prochainement qui est la prokaryote. Les mitochondries, ils sont disponibles seulement au cours ou bien dans les cellules eucaryotes. Donc, la mitochondrie, c'est un organite en forme de bâtonnet, de petite taille, de 0,5 à 1 micromètre. Il est délimité lui-même, notez-vous bien ce terme-là, de membranes. Donc, vous êtes en train de voir la notion de double membrane, souvent retrouvée dans la cellule eucaryote. Donc, double membrane, une externe qui est lisse et une interne qui va former les crêtes. Là, voilà des crêtes. Et ces crêtes-là sont les lieux de la genèse ou bien dans la synthèse de l'ATP ou de l'énergie. Cet espace membranaire, il a une composition chimique proche du cytoplasme. Le nombre de mitochondries, il varie selon le type de cellulaire. Le rôle, bien sûr, c'est la production de l'ATP. Donc, si on vous pose la question, par exemple, dans une cellule musculaire, vous allez noter un nombre énorme de mitochondries dans les cellules où la genèse soit de l'énergie ou de la chaleur. Le rôle, c'est de la production de l'ATP. Cette structure, ou bien cet organite, il est absent, notez-vous bien dès maintenant, dans la cellule prokaryote qu'on va voir prochainement. Il est remplacé par une autre structure qui est le mésosome et qui a des enzymes de la chaîne respiratoire. Donc, la mitochondrie, caractéristique seulement au niveau de la cellule eucaryote, absente au niveau de la cellule prokaryote, rôle majeur de l'ATP, donc c'est l'organe énergétique au niveau de la cellule eucaryote. Dernier organite, ce sont des inclusions, donc, ou bien des pigments, peuvent être des inclusions lipidiques, des inclusions glucidiques, et qui n'ont pas un rôle fonctionnel. Donc, ce qui est à retenir de cette deuxième partie après les organites, premièrement, c'est le noyau. Faites attention aux structures de ce dernier, les espaces périnucléaires, la notion de pore, la chromatine, le nucléon, n'oublie pas toutes ces notions. Le réticulum endoplasmique avec ses deux variétés, on va voir tout ça avec détail en association avec l'appareil de Golgi. Et aussi le cytosquelette. Donc les trois types de fibres, les microtubules, les filaments intermédiaires, les microfilaments d'actine, avec le rôle qui est triple, donc structural, organisateur et au déplacement des organites. Et dernièrement, la mitochondrie qui est seulement présente, je répète, au niveau de la cellule eucaryote. La notion de crête, la double membrane, voilà les crêtes. C'est le lieu de la synthèse de l'ATP où vous allez voir ça dans la physiologie. Donc ça c'est tout pour la cellule eucaryote. On va voir prochainement la cellule prokaryote et vous allez faire la différence entre ces deux. C'est parmi les compétences que vous devez acquérir dès votre deux premiers cours. Donc ça c'est tout, chers collègues. Toujours du bon courage dans vos préparations. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.